Hello mes petits mueslis aux anchois, j'espère que vous allez bien. Je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la traditionnelle vidéo bilan de mi-année, autrement connue sous le nom imprononçable et barbare de Mid-Year Book Freakout Tag, que je vous propose sans faute chaque année depuis la création de cette chaîne. Cette vidéo, c'est un peu une institution, c'est la colonne vertébrale de mon année de lecture. Je l'aime énormément parce qu'elle permet de réfléchir à ce qui a fonctionné pendant les 6 premiers mois et quelles sont nos attentes pour les suivants, de réajuster un petit peu le tir ou tout simplement prendre le pouls et avoir une idée des nouvelles tendances de lecture qui peuvent émerger au fil de l'eau. Il y a une dizaine de points, questions à aborder, donc je vous propose qu'on s'y colle sans plus attendre. Cela dit, avant de parler statistiques, j'aimerais vous glisser quelques mots sur le sponsor de la vidéo du jour, qui n'est autre que Who We Are. Contrairement à ce que son nom pourrait laisser présager, Who We Are est une marque de bijoux française que je vous ai présentée dans ma vidéo favori il y a quelques mois de cela, que j'aime tout spécialement parce qu'elle coche toutes les cases de ce que j'apprécie, à commencer par une gamme de bijoux de qualité en plaqué or 18 carats et argent massif qui résistent à l'eau, qui sont de toute beauté, qui sont très élégants, très soignés et fabriqués à base de matières premières issues du RJC. Donc c'est la certification qui vous garantit des pratiques responsables en matière d'éthique, d'environnement et de conditions de travail, ce qui est hyper important à mes yeux. Et en plus, à chaque fois que vous vous faites plaisir en craquant sur le site, 50 centimes sont reversés à des associations et ça c'est quand même vachement chouette. Et cerise sur la pomponnette, tous les bijoux sont fabriqués en Europe. Comme annoncé dans ma vidéo favorite que je citais à l'instant, j'ai enfin craqué pour le collier Le Chanceux en croissant de lune qui se marie à merveille avec celui que j'avais acheté la dernière fois. Les deux portés ensemble forment une parure superbe, très élégante, bohème, solaire et discrète comme je les aime. Elle produit son petit effet à tous les coups, je suis conquise. Autre très gros coup de cœur que je porte actuellement, il s'agit des boucles d'oreilles en forme d'épi de blé qui s'appellent les Patientes. Je les trouve magnifiques, intemporelles, parfaites en toute saison. Elles sont sobres, elles sont racées, elles sont élégantes, hyper solides et les fermoirs sont de grande qualité, ce qui peut paraître anecdotique mais pas du tout parce qu'en tant que jeune maman, ma fille passe son temps à tirer dessus et je suis bien contente qu'elle ne bouge pas d'un iota. Et enfin, dernier achat en date qui est également un immense coup de cœur. Il s'agit de la bague en émail noir, la majestueuse, la bien nommée aussi pourrait-on dire, parce qu'une fois encore je la trouve très élégante, discrète, pleine de personnalité. Elle se marie très bien avec un look plus élaboré ou très sobre, très simple. Elle ne jure avec rien et je ne jure que par elle. Alors si vous avez envie de vous faire plaisir ou d'offrir des cadeaux qui feront mouche à tous les coups, je vous invite à utiliser le code promo Prada15 qui va vous permettre de bénéficier de 15% de réduction sur l'ensemble du site hors pack de bijoux et il est valable 1 mois à compter du jour de la parution de cette vidéo. Alors si j'étais vous, je ne traînerais pas trop. Maintenant qu'on a des paillettes plein les yeux, passons enfin à ce fameux bilan lecture de mi-année et on va commencer avec quelques statistiques puisqu'à l'heure où je vous parle, j'ai lu un total de 117 livres qui regroupent 75 graphiques dont 50 mangas et 44 romans. Je ne me prononcerai pas pour déterminer si ces chiffres sont plutôt élevés ou pas. Sincèrement, j'ai jamais été très intéressée par l'aspect compétitif des années de lecture, c'est pas quelque chose qui me parle. En revanche, ce que je peux affirmer, c'est que c'est plus que l'an passé, puisqu'en 2023, à date égale, j'étais rendue à un total de 69 livres, dont 25 romans, ce qui est un progrès significatif, mais qui s'explique aisément parce que en 2023 jusqu'au mois de mai j'avais Mia à plein temps à la maison puisque nous n'avions aucun mode de garde et qu'à partir du moment où nous avons déménagé au mois de juin, les choses ont un petit peu bougé et peu à peu je me suis professionnalisée aussi dans la création de contenu, ce qui m'a permis de dégager davantage de temps pour la lecture. Si vous êtes friand et friande de statistiques, je vais en énoncer encore quelques-unes pour vous donner une vision quand même assez complète et assez globale de cette moitié d'année de lecture 2024 puisque sur ces 44 romans j'en ai lu 26 en version audio, 21 d'entre eux appartiennent au genre de la fantasy. J'ai aussi remarqué une tendance en nette haute pour tout ce qui est contemporain et littérature étrangère, ce qui fait partie de mes premières amours mais que j'avais un petit peu délaissé ces dernières années au profit de l'imaginaire. Et mine de rien, même si la fantasy arrive en tête, l'aspect plus contemporain et littérature blanche commence à reprendre du poil de la bête, ce qui n'est pas pour me déplaire. En revanche, grosse progression pour la science-fiction qui arrive en 3e place parmi les genres que j'ai le plus lu cette année et à mon avis cette tendance n'est pas près de s'éteindre. J'ai également noté que la tendance des dernières années se précise et se confirme puisque parmi ces 44 romans, 37 appartiennent à la littérature adulte, tendance que je tenais à souligner puisque c'est un contraste très fort depuis la création de la chaîne. Et maintenant que nous avons parlé chiffres, je vous propose de glisser vers le terrain que nous préférons toutes et tous, à savoir celui de la littérature.
Pour ça, on va commencer très fort puisque je vais vous parler de ma meilleure lecture depuis le début de l'année. Et comme j'ai tout de même envie de varier les livres dont je vais vous parler aujourd'hui, je m'interdis de répondre systématiquement Betty de Tiffany McDaniel qui est publiée aux éditions Gellmeister. Je vous l'ai présenté dans mon avant-dernière vidéo qui était un update lecture que je vous remettrai en fiche ainsi qu'en barre d'infos si vous l'avez loupé. J'essaie de vous parler tant bien que mal de cette intersidéral coup de cœur et je ne vais pas réitérer l'exercice aujourd'hui même s'il a toute sa place dans cette catégorie. Et voilà pourquoi je suis la première surprise de vous parler ici de Chronique du Pays des Mers de Elisabeth von Harburg qui est publié aux éditions Nemos dans cette édition grand format. Ce roman, c'est la toute première lecture commune que nous avons effectuée dans le cadre du book club que j'organise sur Patreon. Je vous l'avais d'ailleurs recommandé dans ma vidéo consacrée aux recommandations de format poche à moins de 10 € et je maintiens fermement ce conseil. La preuve en est puisque ce roman se retrouve à la première place de mes livres favoris depuis le début de l'année 2024 parce que Chronique du Pays des Mers nous plonge aux côtés de Lise Bay, une petite fille qui évolue au Pays des Mers, précisément une matriarchie qui a été complètement redessinée sur les ruines de différentes civilisations qui se sont écroulées, dont la nôtre, et qui ont été réorganisées, réinterprétées, repensées pour aboutir à une forme de matriarcat où les quelques hommes ayant survécu à un virus qui a terrassé la majorité d'entre eux sont réduits au rôle de simples inséminateurs sur pattes qui vont être brinque-ballés d'une matriarchie à l'autre pour permettre à l'humanité de subsister. Et j'ai été totalement conquise par la proposition d'Elisabeth von Harburg que je trouve brillante et érudite. C'est de la science-fiction qui élève, qui redessine les contours de notre être, qui est un savant mélange de science, de philosophie, d'ethnographie, d'histoire, de civilisation. Et j'ai été éblouie et saisie par la richesse des réflexions de l'autrice qui tapait juste, qui tapait fort, qui tapait de façon universellement intime. Et cet aspect réflexif, philosophique qui nous permet de mieux nous connaître en tant qu'individu mais aussi en tant que membre de l'humanité contrebalance complètement le manque d'action qui peut à très juste titre pénaliser ce roman mais qui ne m'a pas dérangé un instant tant j'y ai trouvé mon compte en termes de grains à moudre métaphysique. J'en veux pour preuve les kilos d'annotations que je suis venue y inscrire au fur et à mesure de ma lecture parce que j'avais envie d'en garder une trace et vous pouvez être sûr qu'un jour ou l'autre je relirai avec grand plaisir Chronique du Pays des Mers. Je vais rester tout aussi dithyrambique avec la deuxième question puisque je dois vous parler de la meilleure suite de saga lue depuis le début de l'année. Pour cela, j'ai eu immédiatement deux pistes à l'esprit, à commencer par la suite et fin de l'Assassin Royal de Robin Hobb, mais comme j'ai passé toute l'année 2023 à vous bassiner avec l'univers de l'Assassin Royal et ses extensions, notamment Les Aventuriers de la Mer, je me suis dit que c'était peut-être pas la peine de remettre le couvert. Vous avez compris à quel point j'aime cette saga. Mais par contre, je me permets d'insister très grandement et très lourdement sur une série que j'ai mentionnée rapidement dans ma vidéo favori et que je suis actuellement en train de conclure puisque je suis plongée dans le 6e et dernier tome de la saga qui est écrit à quatre mains par Guillaume Chamanadjan et Claire Duvivier. Et ce projet de fantasy francophone est organisé, pensé, réfléchi sous la forme d'une double trilogie. D'un côté, Capitale du Sud qui se déroule au cœur de la cité tentaculaire de Gemina, qu'on va découvrir à travers les yeux de Nox, un commis d'épicier qui va se retrouver impliqué et imbriqué dans des complots politiques qui opposent les différentes familles, les différentes factions qui gouvernent la cité. Et de l'autre, vous allez être plongé au cœur de la cité de De Haven, imaginée dans Capitale du Nord par Claire Duvivier, dans les ruelles de laquelle vous allez faire la connaissance d'Amalia Van Esquil, une noble à l'éducation très particulière qui a vocation à devenir la nouvelle génération du futur en termes d'érudition, capable de diriger la ville avec une connaissance globale et étendue, et qui va plutôt assister au délitement progressif mais inexorable de sa cité. Ce projet à quatre mains, en plus d'être original, il est ambitieux, il est mené d'une main de maître. Chacun et chacune maîtrise sa plume, sa narration. Les personnages sont cohérents, sont fouillés, sont tangibles, sont pertinents. Et le contexte politique, géographique, démographique, sociologique l'est tout autant. Et si j'ai été convaincue à chaque coup dès le premier volume, il faut bien reconnaître que le tome 2 de Capitale du Sud qui s'appelle 3 Lucioles reste à ce jour mon favori. Il faut dire qu'à lui seul, il incarne l'équilibre parfait entre tension politique, conflit, guerre et investissement émotionnel. C'est un cocktail détonnant, sublime, subtil, parfait,
à lire absolument. Avec la question 3, on reste suspendu sur ce fil de l'optimisme et de l'enthousiasme puisque je dois vous parler d'un livre sorti en 2024 qui me fait furieusement envie. Mon choix s'est porté sur un roman que je vous ai présenté dans mon reel unboxing qui est disponible sur Instagram, je vous remettrai tous les liens en barre d'infos, et il s'agit des Semeuses de Diane Wilson, publié aux éditions Rue de l'Échiquier, qui va se situer dans le Minnesota des années 70, et nous allons y suivre Rosalie, qui est une jeune fille élevée par son père dans la tradition Dakota, puisque ce sont là leurs origines, sauf que malheureusement ce père va disparaître du jour au lendemain. Elle va être confiée à une famille d'accueil blanche, et de là la vie va être un petit peu plus compliquée jusqu'au jour où elle sera suffisamment grande pour s'émanciper et retourner sur les traces de ses origines, de sa culture. Et c'est là que sa route va croiser celle de 3 femmes Dakota qui vont changer sa vie à jamais. J'ai affirmé en préambule de cette vidéo mon désir de ne pas citer à tout bout de champ Betty, mais force est de reconnaître que cette rencontre littéraire impactante a laissé de profondes cicatrices dans ma chair, dans mon être, dans mon âme, dans mon corps, et que je ne peux pas m'empêcher d'y réfléchir, d'y revenir, et tous les fils, toutes les graines qui sont liées à la culture cherokee m'ont particulièrement séduite, ont particulièrement nourri et stimulé ma curiosité et mon imaginaire, et c'est la raison pour laquelle j'ai été autant appelée par les Semeuses de Diane Wilson, qui va s'intéresser non pas aux traditions cherokee mais Dakota, et toujours servie par une plume splendide. Je suis très curieuse de le découvrir enfin. Avec la question 4, on va se permettre un poil d'anticipation puisque je dois vous présenter des sorties annoncées d'ici la fin de l'année qui ont su titiller ce je ne sais quoi chez moi et que j'ai hâte de me procurer. Et on va commencer dans l'ordre pas du tout chronologique avec le nouveau roman signé par Ashley Poston qui s'appelle A Novel Love Story, qui nous raconte l'histoire d'une prof de littérature qui va être expédiée dans un village qui est en fait tiré d'un de ses univers de fiction favoris et au cœur duquel elle va rencontrer l'amour. Mon résumé est volontairement très nébuleux et boiteux parce que je ne l'ai pas relu pour préparer cette vidéo, j'ai juste vu Ashley Poston à qui on doit The Dead Romantics que j'ai adoré il y a 2 ans. Là j'ai encore The 7 Years Sleep dans ma pile à lire, je vous l'ai d'ailleurs présenté dans ma pile à lire estivale parce que j'espère bien l'en tirer dans les prochaines semaines. Alors c'est tout naturellement que je me suis noté la prochaine parution de l'autrice. Sinon au mois d'août je serais ravie de faire une pause dans mes vacances pour me jeter en librairie et mettre la main sur le tome 6 de Hirayasumi, écrit par Keiko Shinzo et publié aux éditions du Lézard Noir. Cette série, je vous en ai parlé en long, en large et en travers, c'est du tranche de vie lumineux et doux et réconfortant à souhait, tout ce que j'aime. C'est la quintessence même du manga doudou et ce 6e tome est très attendu à la maison. Comme beaucoup parmi vous, j'en suis sûre, je me suis noté très précieusement la date du 7 novembre dans mon agenda, puisque c'est là que va sortir le nouveau roman signé par Christelle Dabos, qui est une dystopie. Elle revient donc à ses premiers amours, à savoir la fantaisie, l'anticipation, l'imaginaire. Et pour l'heure, tout ce qu'on sait de ce roman, c'est ce que l'autrice a bien voulu nous en dire sur son compte Instagram, à savoir « Nous » est une fantaisie dystopique et vintage. Je renoue avec mes vieilles amours en vous invitant dans un monde qui a ses propres lois, ses propres possibles, ses propres interdits et de bons vieux baladeurs à pied. Nous est une humanité qui ressemble à la nôtre, à un détail près, et pas des moindres, tout le monde a un instinct au service de la collectivité. Nous, c'est aussi et surtout l'histoire de Claire, une confidente un peu trop secrète, de Goliath, un protecteur un peu trop casse-cou, et de bien d'autres destinées qui vont se lier à la leur. Et puis dans nous, tout est parfait. Tout est parfait ? Autant vous dire qu'à ce stade, l'enthousiasme est pour le moins palpable. Et je ne résiste pas, même si c'est une sortie qui est annoncée pour 2025, parce que ça a refait ma journée, ma semaine quand j'ai vu passer cette annonce sur Instagram, à savoir le tome 4 de Nevermore de Jessica Townsend, qui va sortir en anglais entre avril et juin 2025. J'espère, j'ai envie de croire, de rêver à une traduction quasi simultanée en français, parce que je me dis que c'est quand même possible de l'anticiper tout en ayant un texte de qualité, mais je serais prête à attendre. On n'est plus à ça près, mais quand même, une fille a le droit d'avoir des espoirs qui lui traversent le crâne. Et tout ce qu'on sait de ce tome 4 pour l'instant, c'est qu'il s'appellera Silverborn, The Mystery of Morrigan Crow, et surtout qu'il marque le début d'un nouvel arc narratif, parce que dans une foire aux questions qu'elle a fait en story, l'autrice nous a bien expliqué que les 3 premiers volumes, c'était vraiment la découverte de Nevermore à travers les yeux de Morrigan, en microcosme, en vase presque clos, et qu'avec le 4e, on entrait dans une toute nouvelle ère où les contours vont s'ouvrir, les frontières vont être abolies, on va voyager, on va vraiment avoir une vision plus globale et plus complète de l'univers dans son intégralité. Et rien que pour ça, mes doigts sont
sont déjà en train de frémir d'impatience à l'idée de pouvoir saisir mon exemplaire. Nous quittons enfin les rivages vaporeux, sereins, cotonneux, de l'enthousiasme des lectures adorées pour rentrer dans le vif du sujet, avec la question 5 qui exige que je vous présente ma plus grosse déception de l'année. Jusqu'à présent, en 2024, j'ai abandonné 10 romans, mais parmi eux, aucun n'est une véritable déception. J'ai été quand même un peu triste de ne pas avoir su apprécier à sa juste valeur Beloved de Toni Morrison, même si je reconnais des qualités indéniables à sa plume. Je suis restée assez extérieure et interdite et froide face à cette narration trop indécise qui allait et venait dans le temps sans même se signaler, avec des prises en charge narratives qui n'étaient parfois pas d'une limpidité extrême. J'ai trouvé l'ensemble assez opaque, assez froid, assez distant, en dépit d'une élégance stylistique indéniable. J'ai été très triste aussi de voir que ma rencontre avec Cécile Coulon dans son dernier roman La langue des choses cachées s'est fini un peu le bec dans l'eau, parce que j'ai été hypnotisée par le prologue qui est une poésie remarquable, époustouflante, étonnante, mais la suite, même si elle est également joliment tricotée, ouvragée, c'est vraiment du travail d'orfèvre. Je suis restée assez hermétique parce qu'elle était même trop ronronnante, trop ronflante, trop présente, au point d'éclipser les personnages et le contexte qu'elle est pourtant censée mettre en valeur et servir. Et si je dois franchir le pas des opinions plutôt impopulaires, alors je dois avouer aujourd'hui avoir abandonné le premier tome de Meurtre et pépites de chocolat parce que j'ai trouvé ça très anecdotique, assez vieillot, plutôt daté. Il y a des réflexions assez limites, le tout est somme toute relativement plat, il n'y a pas de grandes évolutions, de grandes propositions, aucune prise de risque narrative, stylistique, donc j'ai tout simplement passé mon chemin. Idem pour l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde qui est publiée chez De Saxius. Je sais que tout le monde a adoré ce premier tome de cozy fantasy, mais j'ai trouvé ça d'une platitude abrutissante. En plus, l'effet et moi, ça fait 70, donc je me cognais complètement de ce qui se passait. Et pour ne rien arranger, je trouve que l'alchimie entre les deux personnages principaux ne fonctionne pas du tout, n'est pas crédible, elle est forcée. On veut absolument caser un enemies to lovers au milieu d'un truc de fantasy, ça n'a pas spécialement sa place, rien n'est vraiment creusé, abouti, il n'y a pas de suspense haletant, même l'héroïne principale m'a semblé antipathique, donc vraiment aucun fil ne m'a retenu à cette lecture. J'ai fini par me rendre à l'évidence, je l'ai mis dans un coin et je ne l'ai jamais rouvert, mais sans animosité particulière, la recette n'a juste pas pris, la mayonnaise n'est pas montée, pour autant je le recommanderais tout à fait si vous cherchez une lecture hivernale, plutôt douillette, qui se passe dans l'univers des fées, si ça peut vous parler, alors là, l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde est tout indiqué. Mis bout à bout, ces abandons sont de petites déceptions, mais s'il fallait vraiment que je parle d'un livre que j'ai terminé, que je pensais être une révélation, une porte d'entrée vers l'univers d'une autrice que je voulais absolument apprendre à connaître, eh bien je dois reconnaître que La main gauche de la nuit d'Ursula Le Guin, qui est publiée aux éditions du Livre de Poche, a été une rencontre un peu manquée. J'en suis venue à bout et je me suis complètement projetée et investie dans cet univers imaginé par l'autrice, surtout quand on y réfléchit comme une base, un socle, un terreau fertile et propice à la réflexion philosophique, ethnologique, ethnographique. C'était complet, pertinent et érudit, à tel point que j'ai un peu eu la sensation de regarder un documentaire. C'était beau, c'était intéressant, mais je ne me suis pas investis ou retrouvés émotionnellement parce que les personnages, même s'ils sont là, on peut presque les toucher du bout du doigt tellement ils sont bien construits. Ce ne sont pas des feuilles de papier, des volutes de brouillard qui se dissiperaient dès qu'on soufflerait dessus parce qu'ils n'auraient aucune consistance, absolument pas, mais l'ensemble est très factuel et très prosaïque, à tel point que pendant toute la durée de mon écoute, ce qui m'a aussi, je pense, permis de rester accrochée jusqu'à la fin, c'est que j'attendais que ça décolle. Je me disais, ok, les enjeux vont finir par exploser, par éclater, il va se passer quelque chose de sensationnel, on va évoluer, tendre vers un but, vers une révélation, vers un bouleversement particulier, et en fait, ça ne se produit jamais. Vraiment, j'ai attendu, j'ai évolué là-dedans en me disant, le climax va finir par pointer le bout de son nez, et non. Donc c'était pas une mauvaise lecture, il y a plein d'excellentes choses dans ce roman, mais pour autant ça n'a pas été la révélation à laquelle je m'attendais. Ursula K. Le Guin est tellement
portée au nu pour ses qualités de conteuse. Qu'en refermant ce livre, j'attends encore d'en être témoin moi-même. Après cette incartade dans l'univers du bof et du négatif, revenons vers des eaux plus calmes, plus agréables avec la question 7, puisqu'elle me permet de vous parler de ma meilleure surprise. Et pour ce faire, j'ai voulu être complète et vous présenter un roman, un manga et un graphique. On commence avec le graphique sur lequel je vais passer très rapidement parce que je vous en ai déjà parlé à l'occasion de plusieurs vidéos. Il s'agit de Baby Bleu de Marion Nel qui est publié aux éditions Lapin. C'est un essai, témoignage, exercice graphique autour de la dépression postpartum de l'autrice elle-même et c'est un chef-d'œuvre d'honnêteté et de figuration graphique. J'ai été éblouie, je me suis sentie comprise et perçue et reconnue pour toutes les émotions qui ont pu me traverser après la naissance de ma fille. Il est très court mais il m'a mis un uppercut au menton, je l'ai trouvé d'une honnêteté, d'un courage, d'une franchise ébouriffante. Celui-ci, j'ai prévu d'en faire une chronique Instagram, il faut absolument que je la rédige rapidement parce que j'ai été totalement saisie au vol, attrapée au collet par le dernier roman de Laurent Binet qui s'appelle Perspective. Je l'ai découvert en version audio dans le cadre du prix Audiolib 2024 dont je suis jurée et c'était un excellent moment. C'est un roman historique épistolaire qui se déroule au cœur de Florence pendant la moitié du XVIe siècle. Un meurtre a été perpétré sur le chantier d'une fresque murale dont le peintre Podormo avait la charge, ce qui va mettre en ébullition le duché, remontant même jusqu'aux oreilles de Catherine de Médicis qui voilà un coup à jouer pour déstabiliser politiquement Florence. Ce roman est succulent tant les échanges épistolaires témoignent à la fois d'ambition politique, de petites vexations, de jeux de pouvoir, mais aussi de révolution plus ou moins masquée, tout en abordant des questions de subjectivité, d'histoire de l'art, de transmission. Bref, c'est un savant mélange qui est très érudit. Une fois encore, j'avais peur d'être larguée parce que quand j'ai lancé le livre audio et qu'on commence à vous énumérer le glossaire des intervenants que je n'en connaissais quasiment aucun, parce que moi, l'histoire italienne de surcroît et l'art, ce sont deux domaines qui me restent complètement étrangers. Et j'ai pourtant été totalement embarquée dans Laurent Binet excelle à mettre en scène ses joutes écrites. À déguster absolument si vous aimez les plumes irrévérencieuses au service de petits coups en chien dans le dos. Vous allez adorer ce roman. Et ma plus grosse surprise manga de cette année pour l'heure, il s'agit de Today's Burger. C'est publié aux éditions Soleil Manga dans leur label gourmet. Et si je vous dis que c'est une immense surprise, je pèse mes mots parce que quand je travaillais encore chez Delcourt Soleil, je savais que cette collection gourmet allait voir le jour. Je savais qu'ils avaient acheté cette série et pourtant, sans jamais l'avoir lu, rien qu'en me fixant au dessin, au nombre de tomes, je crois qu'il y en a 17, 18, et le sujet, je m'étais dit que franchement, un dessin aussi old school, croqué avec les pieds, qui parlait de hamburger sur 18 volumes, ça allait être juste indigeste, que personne n'allait vouloir lire ce truc. Force est de constater que seuls les imbéciles heureux ne changent pas d'avis parce que quand ils sont sortis et que mon ancienne collègue Maëva m'a envoyé les 4 premiers volumes, je les ai défoncés les uns à la suite des autres de façon compulsive parce qu'on va y suivre l'histoire de Satoshi, un ancien salariman qui travaillait dans l'agroalimentaire au sein d'une énorme structure d'import-export et qui va tout plaquer pour ouvrir son établissement exclusivement dédié au hamburger qui est sa passion première. C'est hyper gourmand, forcément si vous aimez les hamburgers de près ou de loin, vous allez avoir la bave qui dégouline aux commissures des lèvres pendant toute votre lecture. C'est très instructif sans être lourd ou indigeste, on apprend énormément de choses sur les traditions, sur les origines de telle ou telle recette et on a un aperçu très élargi de cet éventail quasi infini de façons de préparer le hamburger tout en ayant cette pointe de shonen, de suspense, de concours, enfin bref, de petits enjeux qui vous attirent, qui vous enjoignent toujours à poursuivre votre lecture de chapitre en chapitre, de volume en volume. J'ai le tome 5 qui a rejoint ma pile à lire très récemment et je suis impatiente de m'y remettre. Avec la question 7 et en dépit de toutes mes bonnes résolutions, je suis navrée, je ne peux pas faire l'impasse puisque je dois vous parler de ma nouvelle autrice préférée et bien évidemment que Tiffany McDaniel éclipse l'intégralité des auteurs RIS qui sont venus à me tomber entre les mains depuis le début de l'année parce que ce soit son roman Betty ou L'été ou Tout a fondu, j'ai été plus que séduite, j'ai été frappée, marquée, abasourdie par tant de maîtrise à la fois dans le rythme de son roman, dans la poésie, dans la construction des personnages, dans sa façon de jauger très adroitement le sublime et le tragique, de toujours dévoiler les pires côtés de l'être humain, mais pour dire, analyser,
affirmer quelque chose de notre société ou de notre nature profonde avec beaucoup de clairvoyance et de justesse et d'incisivité. Tout est splendide, tout est déprimant, on pleure, on s'émeut et on ne peut qu'être admiratif et admiratif devant tant de maîtrise. La traduction de François Happ est sublime et je sais, je sens, je suis persuadée et intimement convaincue qu'il en ira de même avec son dernier roman qui s'appelle Du côté sauvage, qui est également publié aux éditions Gallmeister et que je lirai, c'est sûr, d'ici la fin de l'année. Avec la question suivante, je dois vous parler de mon nouveau personnage de fiction favori. Et non, je ne répondrai pas London Carpenter, le père de Betty dans le roman éponyme de Tiffany McDaniel, parce que je viens juste de vous expliquer à quel point cette autrice était fabuleuse et qu'il fallait tout lire d'elle. Donc on va un petit peu changer de registre et je vais me concentrer sur un personnage de manga que j'aime d'amour. Cette lecture peut sembler anecdotique parce que c'est un récit tranche de vie en 2 volumes qui n'a aucune prétention sérieuse si ce n'est celle de nous envelopper, de nous faire passer un bon moment. Et ça a été un pari plus que réussi puisque je me suis régalée avec Country Diary qui nous permet de faire la rencontre de Kurumizawa, un prof qui va quitter son job à Tokyo pour se lancer dans la vie à la ferme, à la campagne. Il va acheter une exploitation qu'il va retaper grâce à un de ses voisins qu'il va rencontrer sur place et se lancer, s'instruire, tenter la vie d'agriculteur en faisant pousser ses propres légumes, ses propres fruits, en travaillant sa terre. Et j'ai été séduite par sa mentalité très solaire, très chaleureuse. Il est désireux de s'intégrer au mieux, de faire la connaissance en profondeur de ses voisins, de lier de véritables relations, de véritables connexions avec celles et ceux qui l'entourent, tout en étant curieux, volontaire, désireux d'apprendre. J'ai trouvé que c'était une personnalité très inspirante qui m'a beaucoup plu. Et pour ne rien gâcher, la dynamique qui se joue entre lui et Usa, le fameux voisin dont il va faire la connaissance et qui va l'aider à retaper sa maison, est adorable. Vraiment, c'est un sans faute pour ces 2 petits hommes. Pour la question 9, je vous préviens, on est sur des thématiques ardos puisque je dois vous présenter un livre qui m'a fait pleurer. Je suis allée à l'essentiel, là où chaque page a été imbibée de larmes et j'exagère à peine, croyez-moi, puisque je vais vous parler des 2 dernières parutions qui sont signées par l'Homme étoilé, à savoir Constellation, mais aussi et surtout Je suis au-delà de la mort, c'est publié aux éditions du Lombard. Celui-ci, je vous le présente tout particulièrement parce que c'est sa première œuvre de fiction. Si vous ne connaissez pas L'Homme étoilé, c'est un infirmier qui travaille dans une unité de soins palliatifs et qui accompagne donc des malades en phase terminale, mais pas seulement. Et dans cet album, on va faire la rencontre de Jean, 32 ans, qui est à 2 doigts de réaliser son rêve de toujours, puisque lui et son groupe vont s'envoler pour les États-Unis pour enregistrer leur premier album de rock. Sauf que les résultats d'examen qu'il a effectués parce qu'une toux permanente, un peu chronique, lui gâchait la vie, vont tomber. Il est atteint d'un cancer et ça va être le début de sa lutte, de cette nouvelle vie, de cette réorganisation, de ce changement drastique. Et bien évidemment que l'ensemble m'a arraché des sanglots. J'ai trouvé ça d'une justesse, d'une profondeur, d'une humanité et d'une émotion folle. De toute façon, de manière générale, je peux dire exactement la même chose avec Constellation qui regroupe des portraits de patients de Xavier L'Homme étoilé. Et à celles et ceux qui sont allergiques au misérabilisme et qui sont peut-être en train de se demander pourquoi est-ce que je m'inflige la lecture de tels ouvrages, c'est parce qu'il y a énormément de lumière et d'humanité et de chaleur et de vérité profonde qui m'apportent des clés d'apaisement mais aussi de connaissances sur ce que c'est que d'être humain et donc par essence, par nature mortel. Ça m'a permis aussi de calmer beaucoup d'angoisse. Vraiment, ce sont des récits poignants que je vous invite absolument à découvrir. Et nous allons prendre le contre-pied exact de cette question avec la suivante puisque je vais vous parler d'un livre qui m'a rendue heureuse et je me suis tout spécialement, spontanément dirigée vers Pépin et Olivia, La grande fête du rien du tout, un album écrit par Camille Jourdi. C'est publié aux éditions Dupuis dans leur label Les Ondines et comme son titre l'indique, on va suivre Pépin et Olivia qui sont frères et sœurs âgés de 6 à 8 ans par là autour, aux doigts mouillés dans les grandes largeurs, qui nous invitent à partager leur quotidien dans tout ce qu'il a de plus rassurant, traditionnel, exceptionnellement ordinaire. Tout ça avec la candeur, la naïveté et pourtant cet œil si avisé et acéré des enfants. Camille Jourdi nous embarque dans un quotidien très doux, très ronronnant, lumineux, avec de la représentation et des tonalités oscillantes entre la nostalgie et le bonheur pur et dur et simple. Je trouve que ça satisfera autant les enfants
que les adultes, le tout servi par un dessin absolument exquis. Et nous allons terminer ce bilan de mi-année avec une question totalement superficielle mais qui va me permettre de vous présenter le plus beau livre que j'ai acheté cette année, et je vous présente Porcelaine sous les ruines. Et ce n'est pas pour les dorures de la jaquette ou pour le côté relié que je tenais absolument à vous le présenter. Moi, si je le trouve absolument irrésistible, c'est pour deux éléments bien spécifiques, à commencer par les pages de garde illustrées dans une ambiance cabinet de curiosité un peu bohème que je trouve absolument superbe et qui justifie le verso de la couverture avec ce fer à chaud bleu électrique qui reprend tous les éléments de ce cabinet de curiosité. Rien que pour cette face, je suis très contente d'avoir ce livre dans ma bibliothèque, je le trouve absolument sublime. La C1 n'est pas mal non plus, le dos idem, et sincèrement je pense que s'il me plaît à la lecture et que je décide de le conserver dans ma bibliothèque, j'enlèverai la jaquette pour le laisser comme ça tout nu, parce qu'il est de toute splendeur. Et c'est sur cette note que s'achève cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à reprendre les questions et à y répondre dans les commentaires, je suis très impatiente de vous lire. Si vous avez la flemme, n'hésitez pas à me dire quelles ont été votre meilleure et votre pire lecture de l'année jusqu'à présent. Et si vous êtes arrivé jusqu'au bout et que vous ne savez pas trop quoi commenter, je vous invite à laisser un emoji fleur, celui de votre choix, pour rendre hommage à l'été, à l'ambiance estivale, mais aussi à la nature omniprésente dans Betty, dans Les Semeuses et dans plein d'autres livres que je vous ai présentés aujourd'hui. Et si vous êtes d'humeur pour un challenge de lecture estivale qui se déroule en équipe, je vous invite à vous rendre sur ma page Patreon où vous retrouverez d'autres contenus exclusifs, vidéos, clubs de lecture, avancées sur mes projets de podcast et bien d'autres recommandations. Je vous y attends avec plaisir et je remercie bien évidemment avec beaucoup d'amour et d'affection toutes les pradouillets et pradouillettes qui me suivent et me soutiennent déjà là-bas et qui me permettent de continuer à vous proposer du contenu par ici. Sur ce, je suis impatiente de vous retrouver dans les commentaires et en attendant de vous lire, eh bien je vous souhaite comme d'habitude de merveilleuses rencontres de papier et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao!